Bienvenue au Polysécure sur l'actualité terminant la semaine du 12 juillet 2026, enregistré le 12 juillet, ce qui est une nouveauté disons, dans la dernière période où j'étais franchement très occupé pour beaucoup de choses. Et normalement, de cette occupation-là, il y a des choses très intéressantes que j'aime partager, que j'ai partagé dans des shorts, mais je vais partager aussi en introduction de ce podcast-là. Le fait d'avoir rencontré énormément de gens, d'avoir retourné des amis, d'avoir contacté tous ces gens-là, de parler pendant 2 semaines, un peu plus que 2 semaines en Europe, m'a permis justement de faire des liens que je n'avais pas fait avant, que je vois différemment, que j'avance, donc d'un point de vue personnel et professionnel. Les gains sont énormes d'être confronté à ce contact humain de grande envergure, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est très intéressant. Puis, ça commence à descendre la poussière où les bénéfices commencent à se faire sentir. Et probablement, dans les prochaines semaines, il va y avoir des actions qui vont être posées au niveau professionnel sur le podcast et personnel qui vont justement faire état de ces bénéfices. Et justement, un des éléments dans lesquels les morceaux se sont collés, puis c'est la deuxième phase à ça, je me suis rendu compte, puis notamment en lisant beaucoup sur l'intelligence artificielle dans le cadre du podcast, dans le cadre des newsletters que j'envoie à mes clients et tout ce que je fais, et les contacts que j'ai avec les clients, c'est que on est en train de revivre, j'avais déjà mentionné sur d'autres tribunes, que l'IA est en train de faire revivre un 4e cycle d'erreurs qu'on fait, qui sont les mêmes erreurs qu'on a faites en C, en web, en cloud, puis là, on les fait les mêmes en IA. Mais ça va un petit peu même un peu plus loin que ça, ou dans quel cas, dans les années 2000, pour les professionnels en cybersécurité, on a été confronté avec le fait qu'on devait convaincre les gens business que c'était important. La cybersécurité, ça crée énormément de frustration chez beaucoup de professionnels à l'époque et dans lequel certaines personnes ont encore un peu cette rancœur-là de cette époque-là très difficile associée à la cybersécurité, donc ramène un peu cette amertume-là maintenant. Et cela étant, et ce que je constate chez la plupart de mes clients à l'heure actuelle, ou en tout cas la plupart, et pas exclusivement chez mes clients, là, je ne veux pas les stigmatiser, mais c'est un constat plus généralisé, c'est que les gens l'IA nous amène dans un contexte où on a une nouvelle classe de personnes qui n'avaient pas été sensibilisées dans les années 2000 à l'importance de la cybersécurité dans l'usage des outils technologiques dans lesquels on est. Et ces gens-là sont intéressés à utiliser l'intelligence artificielle. Et les mêmes débats qu'on a à l'heure actuelle, en tout cas du moins de ce qui me concerne, et ce que la plupart de mes contacts que j'ai en cybersécurité, on est dans la même réflexion qu'on était dans les années 2000, donc d'éduquer ces gens-là au risque cyber associé à l'intelligence artificielle qui n'avaient pas été éduqués précédemment. Donc, on a une nouvelle cohorte de gens à éduquer. J'espère que ça n'amènera pas la même rancœur et amertume qui avait eu lieu chez beaucoup de professionnels en cybersécurité dans les années 2000. Là, on est outillés pour aider ces gens-là à comprendre. On a un vocabulaire, une expérience auquel on peut transposer en intelligence artificielle justement pour les aider à bootstrapper rapidement cette connaissance-là, cette très importante connaissance-là en cybersécurité à laquelle ils s'exposent pour éviter un désastre qui est quand même assez important à l'usage de ces outils-là qui sont, immatures encore en termes de cybersécurité et à laquelle il contient plusieurs risques nouveaux en certains égards, mais qui, pour les experts en cybersécurité, ne sont pas si vieux que ça non plus, ou si méconnus que ça. Donc, de réussir à expliquer aux gens un peu, peut-être de façon imaginée, comment on le fait. Je suis en train de premier plan de réussir à faire ce genre de choses-là, à amener un discours, une conversation qui amène la conscientisation du risque associé à l'intelligence artificielle, au même titre qu'on devait conscientiser la business dans les années 2000 à l'importance de sécuriser les correctifs, les scans de vulnérabilité, les pentests et ainsi de suite, qu'on a beaucoup réussi à monter en maturité. Mais c'est sensiblement la même chose. Bref, cela termine un peu tout mon petit volet d'introduction par rapport à ça. Maintenant, Shameless Plug, 19 septembre, le B-Side à Montréal, le 20-26 septembre, BrewCon à Bruxelles, 13-14 novembre, DEFCON à travers le monde, mais à travers plusieurs villes. Donc, vous avez sûrement une ville proche de vous ou dans laquelle l'événement va avoir lieu. Moi, je vais être à celui de Montréal. 16 au 19 novembre, European Cyber Week à Rennes. 1er au 3 décembre, InCyber Canada à Ottawa et le 24-25 février, le Sécure à Québec. Et d'ailleurs, le 23 février, il y aura l'événement Crise et Résilience qui prendra place. C'est vrai, j'avais oublié de le mentionner dans ma liste puisque ça a été relativement
confirmé cette semaine. Bref, commençons les nouvelles. Intelligence artificielle, c'est plus léger cette semaine. Clairement, c'est l'été. J'imagine qu'il y a d'intensité, fait que ça risque d'être assez vite. Et peut-être un peu moins de rant à faire sur ces affaires-là. Bref, première nouvelle, des chercheurs ont découvert que Claude avait des trackers secrets dans ces choses ou de surveillance. Selon Anthropic, c'était pour s'assurer que la distillation par les Chinois ou contrôler l'effet de distillation par les Chinois. Mais en même temps, c'est du tracking. Il ne faut pas s'étonner que ce genre de choses-là. Fait que moi, je ne suis pas particulièrement étonné. Et de toute façon, quand on utilise des services SaaS, quel qu'il soit, il faut toujours présumer que l'opérateur a une certaine capacité à suivre ce qu'on fait. Donc, justement, pas de surprise, mais en même temps, ça serait bien que ça soit mieux déclaré et plus visible, justement, pour assurer qu'on ait un usage qui est conscient, un choix par rapport à tout ce genre de choses-là. Le papier de recherche sur le fait que l'intelligence artificielle peut être utilisée pour aider à la conformité, donc l'analyse de conformité. Tout ce qui est des grands frameworks, s'assurer que, disons, en cloud ou peu importe le déploiement qu'on fait, on répond aux frameworks de conformité à laquelle on est soumis. Notamment, on peut dire NIS2, on peut parler de SOC 2 aussi, les chiffres 2 est dans un point d'ancrage dans ça. ISO 27000, etc. Donc, on a des outils qui permettent et facilitent, accélèrent d'ailleurs la réponse à ces critères-là. Donc, c'est très intéressant de voir ça apparaître et de voir ça émerger, puisque c'est des tâches qui sont quand même assez lourdes et difficiles et que les gens n'aiment pas tant faire que ça. Bref, autre nouvelle, autre papier de recherche sur le fait que les experts en cybersécurité ne font pas confiance au LLM pour créer des règles de détection d'intrusion. Je mentionnais dans la semaine précédente le fait que c'est utilisé pour créer et par des réseaux fédérés d'apprentissage. De l'autre côté, ce papier-là met l'emphase sur le fait que les IDS réseaux ont peut-être des défaillances, en tout cas du moins les experts en cybersécurité ont de la misère à faire confiance et généralement conclut que les règles sont trop générales ou pas suffisamment efficaces pour arriver à régler le problème. Donc, on voit en opposition deux éléments. Donc, c'est clairement un secteur peu mature encore, mais qui va aller en grandissant. Et je crois, comme je mentionnais la semaine dernière, qu'il va y avoir des gains. C'est là qu'on va notamment réduire la pression sur les experts en cyber, justement, pour leur permettre de se dégager un peu de cette pression-là qui, à bien des égards, vont user prématurément les gens. Et dans certains cas, comme la keynote Troopers disait qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent de acheter une ferme au lieu d'être en cyber. Donc, bref, réduire cette pression-là pour qu'on puisse conserver nos experts, nos connaissants là-dedans et que ne pas les user trop vite, plus que c'est très exigeant, comme dans d'autres domaines. Mais bon, bref, je m'intéresse principalement au mien. Ensuite, comment on peut faire de l'inférence de la liste qui est disponible publiquement sur Spotify et dériver le fait que les personnes ont l'âge de démographie et ainsi de suite. Donc, c'est de plus en plus apparent que les LLM sont capables de faire cette inférence-là entre des informations qu'on diffuse publiquement et qui nous sommes vraiment en arrière, ou même jusqu'à nous identifier. Donc, ça remplace un peu ce que les data brokers sont déjà capables de faire à bien des égards. Le LLM est aussi capable de le faire, même sur la base d'une seule playlist dans Spotify, par exemple, va être capable de savoir qui on est de façon quand même assez précise selon le papier de recherche. Et le papier de recherche, naturellement, propose de mettre des informations pour rajouter du bruit et donc réduire l'efficacité. Mais on voit que en parallèle des data brokers, on est dans un univers où le fait d'être anonyme est de plus en plus difficile, du moindrement qu'on consomme des services en ligne et qu'on veut participer dans l'expérience en ligne aussi d'échange avec d'autres humains. Donc, c'est des questions à se poser, à savoir comment on va amener ça plus loin et comment ça va se matérialiser à travers le temps. Nouvelle suivante, on constate une augmentation de l'usage des modèles frontières par les groupes terroristes, au même titre que les bons utilisent l'intelligence artificielle. On le voit aussi chez les groupes terroristes pour les aider à planifier ce qu'ils font. C'est un élément à prendre en considération que ces modèles-là, j'ai d'ailleurs écouté un podcast excellent où il y avait un débat entre deux personnes très connaissantes dans le domaine sur à quel point on doit rendre disponibles les modèles et à quel point il y a des conséquences. Ça, c'est un exemple de conséquences. Donc, où on met le curseur sur jusqu'où on permet l'accès aux modèles frontières et à qui, de façon libre ou de façon plus contrôlée et qui contrôle. Notamment, c'est associé avec le discours du président d'Anthropic
sur le fait qui devait contrôler. Donc, il y a toujours un danger sur le contrôle. Puis le podcast en question était très clair sur qui doit contrôler comment on fait les choses, mais en même temps, on voit des conséquences comme ça. Et c'est aussi le côté des modèles à source à open weight, à poids ouvert, qui cause certains soucis ou certains égards, puisqu'on n'a pas de contrôle non plus sur ces modèles-là. Donc, tout le débat éthique et savoir comment on fait, comment les gens avancent, comment les systèmes avancent, et si les mesures défensives d'un point de vue terrorisme sont suffisantes sans invasion à la vie privée. Fait qu'on est comme dans un univers où tout ça est très complexe. Donc, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de réflexions là-dessus. J'espère qu'il va y avoir des débats ouverts. Au moins, on est dans une démocratie, donc que la discussion se fasse sur l'espace public, qu'on ne glisse pas vers des systèmes autoritaires. C'est par rapport à mes valeurs, j'aime bien le fait de la démocratie et la liberté qui est associée à ce qu'on est. Ce qui fait partie je pense que l'émergence oui, et la richesse de l'Occident, en espérant que ça ne s'écroule pas. Mais bref, c'est une chose à surveiller, savoir comment on va et contrôler plus efficacement, éviter que ça tombe entre de mauvaises mains, ou comment on peut limiter ce type de choses-là. Un article sur le fait, une explication sur les effets de l'ordre exécutif sur l'IA aux États-Unis. Donc, essentiellement, un peu une explication de les conséquences, la limitation, qu'est-ce qu'on fait, la collaboration avec le gouvernement américain, en l'occurrence, et comment les modèles frontières, notamment, sont surveillés et tout ça fait. Ça fait qu'un article très intéressant pour ceux qui naviguent un peu plus dans cet univers-là, donc de s'informer. Article, puis ça, je l'ai mis juste parce que je le trouve toujours ça drôle, mais probablement que ça va finir par... Je vais m'abandonner ça, sur le fait que à travers des instructions cachées dans des pages web, notamment les agents vont intercepter ça, vont les lire et vont transférer de façon non autorisée de l'argent. Donc, on est dans un contexte où les agents automatiques vont être capables de se faire avoir par ce genre de choses-là. J'ai des conversations avec notamment Simon Nollet qui va sortir dans les prochaines semaines, dans lequel il utilise, lequel on partage un certain nombre de trucs pour éviter que cette situation-là arrive. Donc, on est dans un contexte où les OpenPlay et Hermes de ce monde ne sont pas dans les faits dangereux, c'est juste les encadrer correctement et c'est probablement les configurations par défaut qui sont peut-être un peu manquantes pour éviter que des gens moins connaissants en cyber puissent déployer sans se blesser par rapport à ça ou perdre de l'argent ou peu importe ce qui se passe parce que les fraudeurs n'arrêtent pas. Les fraudeurs continuent et voient toutes les opportunités possibles de faire de l'argent et de tromper et dans le fond, de frauder les gens. Donc, d'être très prudent de ce côté-là. Article de Cloudflare sur le fait de chercher ses propres RNS pour chercher des vulnérabilités. C'est très intéressant. Il va y avoir de plus en plus de partage public de ce côté des harness ou des harnais qui permettent justement d'aller bien cadrer, favoriser et diriger les agents aux bonnes places. Et de ça, un autre, c'est Tempest, qui est un framework de 35 outils en cybersécurité qui justement viennent placer des harness qui aident la recherche de 0D ou de bugs ou d'éléments comme ça. Donc, on voit qu'il y a une recherche, un encadrement et beaucoup de choses qui se font. Donc, ça va amener beaucoup de vitesse de ce côté-là, beaucoup de vélocité. Donc, ça aura des conséquences qui quand même sont très importantes sur le monde. Et on va voir dans d'autres nouvelles sur ce que ça a puis ce que les impacts. Mais la boîte de Pandore a été ouverte. C'est fini. Maintenant, il faut assumer et arrêter d'avoir peur, disons, mais de le regarder comme étant ce qui s'en vient devant nous et se préparer face à ça. De s'instruire, donc de connaître ces outils-là. Je suis très de l'école de pensée qui vaut mieux connaître comment les attaquants se font pour faire ça. C'est de la culture hackers qui transcende là-dedans, mais que c'est important de connaître cet axe-là justement pour aider à mettre des meilleurs moyens de protection en place et être capable de détecter quand on est du côté de la défense ou d'un SOC ou d'analyste, justement d'être capable de regarder et de placer ça au bon endroit et d'être être plus efficace à la recherche de ça. Donc, tous les terrains aussi des Purple Team, notamment comme le panel qu'il y a eu au Secure au début de cette année qui était très intéressant, cet échange-là et cette conversation-là. Et justement, le IA s'est invité à cette conversation-là dans laquelle il y a un petit débat intéressant et qui a peut-être éclairé davantage les participants. Bref, le gouvernement américain utilise Mythos pour auditer le code, ce qui est une très bonne chose, qui va les aider. Mais il faudrait aussi considérer que tous les gouvernements devraient auditer leur code
à minimum, même si on considère que des pays moins favorables à l'Occident, puisque ces gouvernements-là représentent toujours des citoyens et dans l'absolu, ces civils-là n'ont pas à payer le prix de velléité entre les pays essentiellement. Donc, il serait important que tous les gouvernements disposent d'un code robuste et peu importe le pays dans lequel ils sont, justement, pour assurer une base humaine pour les citoyens de ces différents pays-là, qu'on n'ait pas d'attaques, notamment comme ce qu'on voit à l'heure actuelle sur les attaques des infrastructures d'eau, des infrastructures d'électricité, ainsi de suite. Donc, tout ça soit d'une robustesse qui est suffisante justement pour garantir une protection des citoyens de tous les pays à travers le monde. Microsoft avertit que l'usage de l'IA, c'est un peu en boucle sur le fait qu'il y a des harness maintenant. Les vulnérabilités vont augmenter la diffusion à tous les mois, donc du fait que l'IA va amener de plus en plus de vulnérabilités, donc on va devoir corriger plus rapidement. C'est à réfléchir. Il y a une nouvelle un peu plus bas aussi qui revient sur cet aspect-là des choses. Mais ça change. Dans le cas de Microsoft, ils vont changer le modèle de classification justement pour aider à prioriser. Mais dans tous les cas, et ça fait longtemps que je le dis, mais là, c'est encore plus vrai que ça l'a déjà été, c'est patch and pray. C'est-à-dire maintenant, il faut corriger de façon systématique, immédiate et rapide, donc d'avoir un système qui le fait. Et ensuite, de mettre en place ces mécanismes de retour arrière si ça brise quelque chose. Donc, on est dans un contexte où on n'a plus le luxe de laisser les systèmes non corrigés très longtemps en vie puisqu'ils vont se faire attaquer par différents moyens. Et l'amplitude des vulnérabilités qui vont être trouvées va être quand même assez grande. Et dernière nouvelle de cette section sur les IA, c'est celle de Cloudflare notamment, qui a analysé ces bibliothèques de chiffrement et ont découvert des problèmes à l'intérieur de celles-ci. Donc, on voit que les grandes compagnies comme ça aussi mettent beaucoup d'énergie et c'est important que ça soit fait justement pour qu'on puisse rendre ça plus robuste, pour qu'on ait confiance entre ces compagnies-là. Donc, ça, puis ça démontre aussi à quel point, puis d'autres nouvelles plus loin aussi vont le démontrer, puisque j'ai des nouvelles IA que maintenant j'ai plus étalées dans l'ensemble où j'ai mis dans les sections que je trouvais plus appropriées. Qu'on se retrouve avec ces contextes-là qui changent les paradigmes et je pense qu'on va devoir avancer. L'habituelle section sur la guerre, il n'y a rien cette semaine. Ça semble être assez calme d'un point de vue cyber, donc, mais même si dans le monde réel, il y a encore des éléments très déchirants et tristes qui ont lieu malgré ça. Section sur la souveraineté. Deux nouvelles intéressantes en quelque sorte et qui amènent beaucoup sur la réflexion sur tout ce qui s'est passé avec le blocage de Mythos, donc l'usage de l'export control par les Américains pour empêcher le modèle d'être diffusé, de un, et l'autre, le blocage, c'est dans ce cas-ci sur les chips qui sont faits. Donc, dans les deux cas, le premier, c'est une réflexion pour le Canada qui est faite par Michael Gist, en l'occurrence, qui, dans le fond, devrait être un réveil assez grand. Puis c'est pas juste pour le Canada, pour la plupart des pays, ça devrait être un réveil très brutal que les modèles frontières ne seront pas disponibles tout le temps et c'est savoir à quel point on investit là-dedans. Au Canada, on a Cohere, qui est une compagnie qui travaille là-dessus. Comme en France, il y a Mistral qui travaille sur des... Cohere ne travaille pas sur le modèle frontière. Mistral essaie de travailler sur le modèle frontière. On n'est pas dans la même zone, mais il demeure que cette recherche-là doit avoir lieu, doit vivre et doit être souveraine au sens où doit être autonome. Le monde du open web va probablement cesser du moment que les Chinois vont arrêter de vouloir déstabiliser le marché américain parce que c'est probablement sous cet angle-là que les open web chinois coulent sur le marché mondial essentiellement. Donc, quand ça va arrêter, on n'aura plus accès aux modèles qui se rapprochent des modèles frontières en open weight. Donc, de voir comme ça, mais de voir des compagnies locales comme Mistral en France ou Cohere au Canada qui déploient, partagent, parce que Cohere fait du open weight comme Mistral aussi d'ailleurs, mais aussi des modèles propriétaires qui entraînent et qui permettent justement d'avoir cette autonomie nationale et qui n'est pas contraint par l'export control que les Américains ont commencé à mettre en œuvre. Et l'autre facette à ça, puis là, c'est le côté chinois, c'est très intéressant et c'est toujours l'effet que ça a dans l'absolu. Le fait que les Chinois n'ont pas accès aux meilleurs processeurs de NVIDIA fait que les Chinois sont en train de développer des processeurs qui sont d'égale efficacité ou même d'une plus grande efficacité par rapport à ce genre de choses-là. Donc, c'est de voir comment les marchés changent et donc
la nécessité amène l'innovation. Donc, les Chinois ont innové en distillant beaucoup, puis en mettant publiquement le fait de la distillation. Même si, je ne sais pas qui l'a inventé, mais en tout cas, ils ont mis ça publiquement, le fait de distillation. Donc, c'est un peu l'effet. Et ce que les grands modèles américains disent que c'est du vol. Puis, ils n'ont pas tort non plus que la distillation, la façon que les Chinois, c'est du vol. Mais il demeure que c'est comme ça. Donc, les Chinois sont en train de développer des processeurs qui vont être capables de compétitionner avec ceux d'NVIDIA. C'est déjà une chose. Et de cette compétition-là qui va émerger, on voit déjà d'autres approches de CPU, de calcul de nouveaux matériels qui sont en train de se faire pour accélérer la performance, être moins énergivore, donc plus écologiquement responsable. Donc, beaucoup de stratégies, encore beaucoup d'innovation, mais bref, l'export control dans les faits fait juste qu'on va imiter plus loin que ça. Bref, section suivante, privacy. La première nouvelle, puis celle qui est un peu un rappel, je trouve encore important de le rappeler, c'est le fait que là, c'est tous les équipements de surveillance, notamment Flock, qu'on a utilisé beaucoup, parlé dans les dernières semaines, je parlais avec Sébastien également, donne trop d'informations à des gens qui manquent de contrôle pour limiter l'accès à toutes ces informations-là. Dans cette nouvelle-ci, un policier a décidé de taguer quelqu'un pour qu'elle soit traquée, la suivre, ainsi de suite. Donc, il y a eu comme un événement autour de ça. Donc, on donne trop d'informations à des gens qui ne devraient pas avoir ça. Donc, il doit y avoir des contrôles de mise en place de façon beaucoup plus efficace. J'en ai déjà parlé, quelle est l'importance de ces contrôles-là, de ne pas laisser les gens faire n'importe quoi et qu'il y ait une partie de surveillance qui soit en place pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus de façon individuelle à l'usage de toutes ces données-là qu'ont des fins, en tout cas dans l'occurrence, qui vient rendre qui a rendu la vie de cette femme-là un peu plus difficile et donc de corriger ce genre de choses-là pour éviter ce dérapage-là dans lequel on se dirige. Pourtant, avec le temps, on le sait que ça crée ça, puis je comprends pas pourquoi les systèmes à l'heure actuelle ne comprennent pas ce niveau de contrôle-là, parce qu'on connaît la nature de l'humain, comment l'humain va tomber là-dedans, il va nécessairement créer des choses comme ça. La nouvelle suivante, c'est le fait qu'en Europe, tous les autos qui sont vendus, je pense de façon imminente, auront une caméra qui va surveiller le conducteur dans un objectif de sécurité, c'est-à-dire que s'assurer que ses yeux sont sur la route, pas sur son cellulaire, pas partout. Donc, de s'assurer qu'il est bien concentré sur son état de conduite. Je trouve ça particulier qu'on doive surveiller les conducteurs à ce point-là. Ça m'achale un peu. Par ailleurs, je comprends un peu avec l'arrivée des cellulaires dans les autos, les gens sont devenus moins disciplinés. Donc, ont plus tendance à regarder leur cellulaire qu'à regarder la route, donc ça crée des accidents. Je comprends tout la réflexion associée à ça, mais bon, bref, tout ça est un peu troublant. Et ce qui est le problème associé à ça, au-delà du fait que je suis inconfortable de me faire surveiller pendant que je conduis, parce que c'est la conservation de ces images-là après. Donc, il y a un grand flou juridique autour de la conservation des images au-delà du RGPD, qui est l'encadrement global, mais il n'y a pas de ça à savoir comment les conducteurs vont savoir est-ce qu'ils vont conserver ces images-là, comment ces images-là vont être conservées, pendant combien de temps vont être conservées, tout ce qui se passe avec ça est un peu flou. Donc, au niveau de la vie privée, c'est pas top ce qui est fait là. Donc, le déploiement d'outils comme ça, mal encadrés, peut mener à des abus. Par de l'abus du policier qui avait accès à toutes ces images-là. Mais ces abus-là qui pourraient avoir par ces compagnies-là. Et par le passé, on voit, ils n'ont pas été capables de bien sécuriser l'information ou des employés peuvent avoir accédé. On a dans le cas de Tesla, qu'il y a eu des cas où les gens ont accès aux caméras qui sont à l'intérieur de l'auto et ont pu accéder à des informations très personnelles, voire des moments intimes de gens dans les tests. Là. Donc, de voir comme dans cet aspect-là, même si la caméra est plus ciblée dans le cas du visage, demeure qu'il y a des facettes à la vie privée qu'il faudrait considérer qui n'ont pas été considérées dans la loi en question. Bref, autre point, la démonstration à quel point du OPSEC, c'est compliqué pour tous les amateurs de crypto-monnaies, de wallet, ainsi de suite, de Web3. Il a été constaté que les différents plugins dans le navigateur sont très verbeux. Donc, vont laisser énormément de traces. Donc, vont défaire beaucoup tout l'aspect anonyme qui est voulu à travers le Web3, les crypto-monnaies, ainsi de suite, et défait par le côté très jasant de très, très parlant de ces systèmes-là. Donc, c'est très difficile de faire de l'obsèque pour arriver jusque-là. On met dans les mains de gens qui pensent qu'ils sont bien protégés des choses qui ne sont pas, donc ça serait bon de mieux
soit concevoir les systèmes et de bien communiquer cette information-là aux personnes, justement, pour pas que leur crée un faux sentiment de vie privée, à moins que ça soit ça qui est voulu. Bref, dans tous les cas. Microsoft a activé ou active par défaut, à l'exception de l'Europe, les backups des configurations des postes. Donc, toutes les configurations remontent dans le tenant de Microsoft. Il y a des objectifs de simplification, de structure, mais là, à quel point le grand aspirateur de données se fait est préoccupant. Donc, il faut s'assurer que ça, vous pouvez le configurer de façon manuelle dans votre organisation pour le bloquer si vous ne voulez pas que des informations remontent. Mais en même temps, si votre OneDrive est déjà là, à quel point la différence. Mais bref, c'est de voir à quel point on dépend de ces infrastructures-là, en termes de dépendance, et à quel point ces infrastructures-là vont exposer des informations privées, peut-être à des yeux qu'on ne veut pas. Donc, des choses à considérer. Dernière nouvelle de cette section-là. En Angleterre, ils vont déployer des systèmes dans des magasins principalement où les caméras vont être branchées sur des systèmes pour alerter les policiers dès qu'il y a un criminel qui rentre dans le dit commerce. Il y a déjà beaucoup de surveillance qui se fait en Angleterre, à Londres notamment, et c'est un univers dans lequel les Anglais sont assez confortables. Par ailleurs, ces systèmes de détection automatique, le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont beaucoup de faux positifs et ensuite toute cet espace-là qui peut devenir dangereux où les gens vont avoir des présomptions, les policiers vont avoir des présomptions de dangerosité qui sont peut-être pas lieu et ainsi de suite, donc va amener probablement des glissements. Je suis un peu inconfortable avec ce degré de surveillance-là. On se retrouve quasiment des degrés de surveillance comme on retrouve en Chine, mais dans un pays d'Occident, donc je comprends un peu mal cet appétit-là, mais bon, bref, les Britanniques, ça en fait longtemps qu'ils vivent dans un univers d'une très grande surveillance, fait que j'imagine que c'est culturellement plus accepté, mais bref, comme Canadien, je suis un petit peu moins confortable avec ce degré de surveillance qui existe dans cet univers-là. Bref, section suivante sur la loi. Chat Control, bloc de nouvelles, j'ai mis plusieurs nouvelles dedans. Essentiellement, c'est Chat Control 1 a été réactivé en utilisant une espèce de tactique parlementaire sur le Parlement européen, sachant qu'il fallait avoir un nombre de votes pour bloquer, et comme il y avait beaucoup de députés en vacances, le nombre de votes pour bloquer la réactivation n'a pas été atteint. Donc, Chat Control 1 a été réactivé jusqu'en 2028. Et bon, ce côté-là, cette loi-là est moins invasive que Chat Control 2, mais en même temps, tout ça me ramène cette conversation-là. En tant que non-européen, je ne suis pas affecté par ces éléments-là, mais je trouve quand même assez troublant l'appétit de vouloir rentrer très profondément dans les systèmes et d'inspecter tout. Un peu comme je mentionnais sur la volonté des Britanniques de vouloir tout repérer, tout contrôler. Justement, pour la reconnaissance faciale dans les magasins. Dans ce cas-ci, on est un peu dans le même contexte. Puis mettre Chat Control 2 est pire que 1 parce que Chat Control 2 exige dans les communications chiffrées ce que Chat Control 1 ne fait pas, puis il est plus optionnel, si on veut. Donc, on est dans un univers de réflexion que je crois qu'il faut avoir. Et tout ça est caché sous le fait de vouloir protéger les enfants ou la pornographie juvénile avec le CSAM essentiellement. Ce qui est un objectif dans lequel je suis très, très en accord, mais le moyen pour y arriver, dans lequel je suis un peu moins, là, dans ce cas-ci, je ne suis pas en accord. Donc, il est arrivé, est-ce qu'il y a d'autres façons d'y arriver? Est-ce qu'on peut faire ça autrement? Puis je ne vois pas, puis ça fait plusieurs fois que je le mentionne, je ne vois pas dans l'espace public une réflexion qui permet d'arriver là. J'en ai vu certaines, mais rien de sérieux encore qui permet de faire un juste équilibre entre la protection de la vie privée et la protection des enfants. Dans ce cas-ci, on abandonne la vie privée pour la protection des enfants. Bref, est-ce qu'on perd plus au change? Je ne sais pas. J'ai pas vu de conversation sérieuse, c'est juste des émotions que je vois dans ces conversations-là et qui n'arrivent pas à établir l'équilibre ou mettre le curseur au bon endroit. Et j'ai pas vu d'argument jusqu'à présent qui m'aidait à dire qu'on mettait le curseur au bon endroit, que la perte de vie privée était justifiée par rapport aux gains qu'on allait obtenir. Bref. Cela étant, nouvelle suivante, suite à l'arrestation d'un groupe criminel par les informations dans Windows, il y a un article très intéressant qui explique le GDID dans l'information dans Windows, qui est un identifiant unique
défait un peu des mythes, défait un peu des informations, c'est très intéressant. Il est effectivement un numéro d'identifiant unique. Ce numéro-là est associé avec le système d'authentification de Microsoft. Les systèmes n'ont pas de système d'identification, donc c'est pas lié avec un composant physique. Fait que c'est un numéro qui est généré de façon aléatoire à chaque installation. Donc, si on réinstalle, on change. Mais ce numéro-là est quand même un numéro unique sur la machine, sur l'installation dans laquelle il est, qui est rapporté à Microsoft si on se branche au service de Microsoft. En l'occurrence, C34, Michael Gist revient sur une critique un peu de cette loi-là, à quel point ça va stigmatiser les enfants et ça va placer ça ailleurs, sur le fait de bannir des réseaux sociaux. Faut voir, encore là, je suis favorable au fait de bloquer ou bloquer, en tout cas, encadrer l'usage des réseaux sociaux par les enfants et les adolescents, justement pour aider à un développement sain dans une société dans laquelle on veut. Il y a un nombre d'études qui démontrent que ça crée des problèmes. Cela étant, les lois jusqu'à présent se sont montrées soit inefficaces ou trop invasives, ou dans ce cas-ci de C34, de ce que je comprends de l'article, c'est qu'il va demander de la vérification d'âge, invasion de vie privée. On est toujours un peu dans le même bloc. Savoir comment faire. Je sais que dans la semaine passée, j'avais parlé de zéro knowledge proof. Ça peut être des avenues, mais lesquelles on ne voit pas à l'heure actuelle dans les différentes mouture de loi à travers le monde pour protéger les enfants, en l'occurrence. Dans la nouvelle section-là, la Cour suprême du Texas vient de valider le fait qu'il faut avoir une vérification d'âge. Et encore, ça aussi m'intrigue un peu sur le fait, on présume que le Texas est très libertarien en termes de philosophie. Donc, le moins d'États possible, le plus de liberté individuelle. Et on se retrouve dans un contexte où on a des lois qui sont très invasives en même temps sur le contrôle des individus. Ce paradoxe-là me fascine, je ne le comprends pas. Et à quel point toute cette facette-là, il va falloir qu'on me l'explique à un moment donné pourquoi on est capable d'avoir un paradoxe de libertarien d'un côté, mais avec une très grande invasion sur la vie privée en même temps. Donc ça, c'est ça. Mais bref, un autre cas où on va encore rentrer, le zéro proof knowledge, je n'ai pas encore là, fait que ça serait bien, mais c'est peut-être un axe à prendre. Bref. Section suivante, rouge. Google a payé, mais bref, l'article lui-même est titré comme ça, mais en même temps, c'est deux vulnérabilités qui ont été trouvées qui permettent de casser des Linux, donc de sortir des VM, d'aller dans la machine et de suivre avec des symlinks, ainsi de suite. Donc, c'est deux bugs de haut niveau Unix, qui sont des vieux problèmes de sécurité qui ont été capables de retrouver par les AI. C'est très intéressant, mais on est en train de voir émerger, comme je mentionnais plus haut, beaucoup de vulnérabilités de sécurité qui émergent par l'IA, qui n'ont jamais été regardées, parce que les gens n'ont pas regardé, parce que l'open source, il ne faut pas se cacher, c'est pas magique, c'est pas parce que c'est à source ouverte que les gens vont avoir du temps à regarder. Les gens ont une vie également, c'est pas tout le monde qui se passionne pour la cybersécurité. Donc, toutes ces erreurs de logique-là qui vivent depuis très, très longtemps dans les systèmes Linux et Unix vont tous réémerger tranquillement. Donc, on va le voir. Ça va avoir des conséquences. Il faut se préparer, il faut corriger. Il va falloir avoir des mesures de correction très, très rapides. Et puis, mettre des couches de sécurité supérieures, donc d'avoir l'hygiène de base qui va se faire, mais pour se préparer à ce type de problème-là qui va s'en aller en grandissant. Et bref, c'est un peu ça. Puis c'est aussi l'autre paradoxe, c'est que le fait qu'on vibe code maintenant, que la vitesse d'écriture des logiciels est augmentée, il faut aussi inclure l'ingénierie sécurité qui existait avant, qui semble être oubliée maintenant. Donc, d'un côté, on découvre de vieux problèmes dans de vieux systèmes. Maintenant, on crée de nouveaux problèmes dans de nouveaux systèmes. Donc, on est dans un contexte où on crée une dette sécurité ou cybersécurité qui est de plus en plus grande. Donc, il faut commencer peut-être à regarder ça un peu autrement. Et bref, dans la nouvelle section-là, puis ça revient un peu à conclure sur ça, sur le fait de trouver des vulnérabilités n'a jamais été le problème. C'est la partie difficile, c'est de corriger. Et donc, il faut remettre ça reboucle avec la section IA en dessous. Bref, la section bleue, le cathédrale et le bazar sur les vulnérabilités logicielles. Je l'ai mis dans la section bleue parce que c'est des outils utilisés par les équipes défensives. Le fait que la nomenclature, la façon de nommer les vulnérabilités a changé, ça
Ça fait état de ce que j'avais un peu râlé sur le panel de NordSec en 2025. Et lequel cas, mes copanélistes avaient un peu rabroué sur mon inquiétude par rapport à ce genre de choses-là. Mais il demeure que je suis encore à ce jour convaincu de l'importance d'avoir un vocabulaire commun, d'être capable de diffuser correctement les choses et de permettre aux gens d'automatiser. Et dans un univers d'intelligence artificielle, je trouve ça encore d'autant plus important qu'on soit capable de normer correctement le fait d'avoir le registre de CVE standard, CVSS, et ainsi de suite. Et ces déviations de plus en plus grandes dans l'interprétation de ces informations-là, l'apparition de registres connexes, que les fournisseurs envoient leurs propres informations, on ne fait qu'amplifier un problème qui aurait dû être réglé depuis tant qu'à moi très longtemps et qu'on ne règle pas. Mais bref, ça, c'est mon take. Vous pouvez ne pas être d'accord, comme mes copanélistes ne l'avaient pas été au NordSec il y a en 2025. Puis je suis très, très ouvert à avoir une conversation là-dessus. Puis même, venez parler sur le podcast avec moi. On pourra avoir un échange justement sur cet aspect-là des choses. L'autre nouvelle, c'est Microsoft a finalement fini par fermer tous les bugs de Nightmare Eclipse, ce qui est une bonne chose, mais ça n'a pas sans rappeler tout l'accrochage qu'il y a eu, tout le négatif qui a entouré cette situation-là. C'est très triste parce que ça l'a un peu froissé la communauté des chercheurs. Ça présage qu'on va avoir beaucoup plus de 0D qui vont apparaître dans le marché noir, donc on n'est plus si bien ou si bien protégé qu'on l'a déjà été par le passé. Bref, dernière nouvelle sur le divan, j'en ai deux cette fois-ci. La première, c'est de plus en plus d'organisations européennes bloquent l'usage de messagerie personnelle pour faire des choses, faire des affaires. Ça m'a toujours fasciné à quel point, justement, l'usage de messagerie personnelle, notamment WhatsApp, en Europe, c'est très, très présent, est utilisé pour mener des affaires. Ça me fascine énormément parce que moi, je ne vois aucun intérêt, aucune raison d'utiliser ce genre de messagerie-là, surtout dans un contexte européen où il y a des velléités face aux compagnies américaines. Je suis très, très fasciné, mais bref, c'est d'avoir ce genre de choses-là. Ça amène des complexités pour avoir travaillé avec des compagnies européennes. Il y a des audits qui sont faits sur les appareils personnels des gens, justement, pour être capable d'aller récupérer ces conversations-là, les mettre dans un cadre de conformité dans lequel la plupart des entreprises ont besoin. Ça fait aussi fuiter des informations d'organisation. Bref, il y a plein de défis associés à ça. Je suis un peu étonné que ça arrive maintenant, mais oui, il va falloir que tout ça soit bloqué, qu'on amène une réflexion plus sérieuse sur comment c'est fait. Et dernière nouvelle, celle-ci sur le site de Carbon, essentiellement sur le fait que Apple vient d'annoncer le fait que HFS Plus chiffré ne sera plus supporté à partir de macOS 28. Donc, vos vieux disques chiffrés sur ces normes-là ne seront plus supportés. Donc, pour faire procéder à une réactualisation, donc une conversion vers du APFS et chiffré, naturellement, si vous voulez maintenir vos disques chiffrés. Ce qui est un peu fascinant parce que la PFS n'est pas adapté pour des disques rotatifs. Il est plus fait pour des SSD. Donc, il ne suggère pas d'utiliser APFS pour des disques mécaniques. Donc, là, on se retrouve dans un contexte un peu étrange, mais bref, Apple a décidé, comme il décide régulièrement, de façon littérale, d'abandonner des technologies, donc abandonner cette technologie-là. Bref, fin des nouvelles cette semaine. Merci beaucoup si vous êtes rendu jusqu'au bout. Je réitère le fait que s'il y a des sujets que vous désirez qu'on ait une conversation, vous êtes pas nécessairement d'accord avec mon point de vue, on peut échanger. La place est faite pour ça. Vous pouvez venir parler sur le podcast, on peut parler par les différents canaux. Bref, sur ça, je vous souhaite une excellente semaine et on se reparle la semaine prochaine.